le poids de l'ambiguïté. Pourquoi on cherche les preuves qu'on n'est pas aimé? Alors plongeons tout de suite au cœur d'un mécanisme psychologique vraiment fascinant. On va décortiquer cette tendance qu'on a parfois à chercher de façon presque frénétique le moindre signe qui prouverait qu'on est rejeté ou mis à l'écart. C'est un vrai piège de l'esprit et on va le déconstruire ensemble. Il y a cette phrase qui résume parfaitement la situation. Le plus dangereux quand on se sent à part, ce n'est pas forcément de l'être. C'est de commencer à trouver presque du soulagement dans chaque signe qui le confirme. C'est puissant, n'est-ce pas? Le vrai danger, en fait, c'est quand cette douleur d'être incompris devient tellement familière qu'elle finit par se transformer en une sorte de zone de confort, un refuge tragique. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Eh bien, imaginons un scénario hyper banal. Un message qui reste sans réponse, un ton un peu froid au téléphone, une invitation oubliée, ou juste quelqu'un qui a l'air moins enthousiaste que d'habitude. Sur le papier, c'est juste une situation ambiguë. Mais pour un cerveau qui porte déjà une ancienne blessure, ce petit détail, ce n'est plus du tout un accident. C'est carrément perçu comme un verdict. En fait, il y a une vraie escalade psychologique qui se passe en l'espace d'une fraction de seconde. Étape 1, on a le fait brut. Le message sans réponse. Étape 2, l'interprétation fulgurante. Le cerveau se dit « cette personne s'en fiche complètement ». Et là, boum, étape 3, l'identité. On en conclut « je suis fondamentalement quelqu'un qu'on rejette ». Une simple mise à l'écart momentanée se transforme littéralement en une théorie absolue sur soi-même. Une douleur devenue identité, préférer la cohérence à l'incertitude. Mais alors, pourquoi notre propre cerveau choisirait-il un chemin qui fait autant souffrir pour forger notre identité? Pour comprendre, il faut regarder le contraste énorme entre deux états d'esprit. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'incertitude vivante. C'est le fait de tolérer l'ambiguïté dans les relations. C'est sain, oui, mais c'est très angoissant. De l'autre côté, on a la certitude triste. Se dire purement et simplement, je ne suis pas aimé. Ça fait mal, c'est sûr, mais au moins ça met de l'ordre dans le chaos. Ça offre une explication claire. En gros, notre esprit préfère souvent le confort d'une douleur familière et prévisible plutôt que l'angoisse terrifiante d'une réalité nuancée. C'est exactement ce qu'on désigne par le terme de blessure de place. Attention, ce n'est pas une pathologie clinique, c'est simplement un mécanisme de défense. Que ce soit dû à un ancien manque affectif, un style d'attachement anxieux ou juste le fait de s'être souvent senti incompris, tout ça crée un filtre qui va transformer chaque petite ambiguïté en une preuve irréfutable de rejet. Et cette fameuse preuve, elle va durcir, se cimenter pour devenir une identité défensive à part entière. Ce qui nous amène à la forteresse de la singularité, quand la différence devient une armure. Là, il faut faire très attention à ne pas tout mélanger. Avoir ce besoin constant d'être rassuré sur le fait qu'on est différent ou unique, ça n'a absolument rien à voir avec du narcissisme toxique. Vous savez, celui qui est plein d'arrogance et de volonté de dominer. Pas du tout. Ici, on parle d'une blessure narcissique. C'est une fragilité, une hypersensibilité au rejet. C'est l'attitude de l'autre qui est lue à tort, comme un jugement direct sur notre propre valeur. Et si ce piège est si dur à quitter, c'est parce qu'il offre un avantage caché. La mécanique est redoutable. La douleur donne une histoire. Cette histoire donne une identité. Et cette identité finit par donner une place. Même si c'est la place solitaire du grand incompris, eh bien ça donne une certaine dignité. À force de toujours traquer les signes qu'on est mis à l'écart, on ne protège plus du tout notre singularité. On protège juste une vieille cicatrice. Guérir, au fond, ça voudrait dire risquer de perdre ce rôle qu'on connaît par cœur. Et tout ça nous mène tout droit dans le piège de l'intensité et son impact sur les relations amoureuses. C'est là qu'intervient une confusion vraiment destructrice. On finit par mélanger intensité et compatibilité. Pour un esprit qui a cette blessure, une relation stable et saine va paraître terriblement ennuyeuse. À l'inverse, un partenaire froid, distant ou ambigu va devenir une obsession totale. Notre système nerveux se met à confondre l'angoisse de l'attente, ces montagnes russes émotionnelles, avec de l'amour profond. Mais l'intensité, ce n'est pas forcément de l'amour. Souvent, c'est juste notre propre blessure qui reconnaît son décor préféré. Conséquence directe, on se lance dans des tests relationnels complètement épuisants. On va se retirer silencieusement, juste pour voir si l'autre nous court après. On va scruter les délais de réponse aux messages avec la boule au ventre. On va analyser la moindre petite inflexion dans la voix. L'autre devient un juge permanent de notre valeur. Et le drame dans tout ça, c'est que ces tests finissent par asphyxier la relation. Ça crée, ironiquement, exactement la distance et l'abandon qu'on essayait désespérément d'éviter au départ. Alors, comment s'en sortir? Sortir de la boucle, séparer les faits de l'identité. Voici comment on peut freiner la machine. Étape 1, on sépare le fait brut de l'interprétation. C'est crucial. Le fait en lui-même est rarement agressif. C'est le scénario qu'on s'invente autour qui nous blesse. Étape 2, on remplace les petits tests silencieux par des demandes claires.
Plutôt que de fuir en croisant les doigts pour que l'autre devine ce qui ne va pas, eh bien, osons formuler ce dont on a besoin. Et enfin, étape 3, on cherche la stabilité. On s'oriente vers des relations où l'on peut souffler sans avoir l'impression de passer un examen en permanence. Ce qui nous amène à aimer sans être exceptionnel, un nouveau paradigme. Et c'est là qu'on réalise une chose fondamentale, il n'est pas nécessaire d'être exceptionnel pour être aimé, ni d'être incompris pour être profond. C'est une idée qui change absolument tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas unique, attention, mais ça retire ce fardeau écrasant, cette fausse croyance qu'il faudrait être extrêmement rare, intense ou complexe pour mériter d'être choisi. L'amour ordinaire, calme et stable, ce n'est pas une défaite, c'est un espace de paix. Pour conclure cette analyse, prenons le temps de vraiment écouter cette pensée. La guérison ne consiste pas à devenir ordinaire. Elle consiste à ne plus avoir besoin que chaque relation confirme qu'on est impossible à rejoindre. Laissons cette idée infuser un instant. Finalement, la véritable liberté, c'est peut-être simplement d'accepter qu'on puisse nous atteindre.